En résumé, ce qu'on fait, c'est qu'on lance plusieurs chaînes. D'accord? On part de plusieurs endroits différents pour essayer de décrire un peu l'espace des paramètres. On lance plusieurs chaînes et on va regarder si elles ont convergé vers la même distribution à l'équilibre. Ce qu'on sait, c'est que par construction, la chaîne de Markov qu'on va considérer, et le petit exemple que je vous ai montré avec la marche aléatoire en est un exemple. En fait, on va la construire, cette chaîne de Markov, et c'est pas vous qui allez la construire, mais c'est Jack en l'occurrence, de telle façon que sa distribution asymptotique, enfin sa distribution à l'équilibre, on sait qu'il en existe une, et qu'elle est exactement la distribution tensorielle des paramètres que vous voulez estimer. Donc ça, c'est très, très, très pratique. Parce que vous savez que à un moment ou à un autre, vous allez converger vers une distribution à l'équilibre qui est exactement, en gros, la distribution des paramètres que vous cherchez à estimer, la distribution a posteriori des paramètres que vous cherchez à estimer. Donc, il suffit juste, entre guillemets, de s'assurer que vous êtes arrivé à cette distribution à l'équilibre. Et pour ce faire, on avait vu qu'il fallait une période de préchauffage, et puis enlever toutes les valeurs que vous avez générées dans cette distribution quand vous n'êtes pas encore à l'équilibre. Et puis après, une fois que vous êtes à l'équilibre, il faut vérifier un peu si oui ou non vous avez beaucoup de valeurs qui sont vos itérations sont autocorrélées ou pas. Et ça, on peut le faire en regardant la taille d'échantillon efficace, là, le NF qui est fourni par Janks. Et puis pour savoir si vos chaînes ont convergé vers le même endroit, vous faites une espèce d'analyse de variance là, en calculant ce R chapeau là, qui est calculé pour vous et qui doit être inférieur à 1,1, si je me souviens bien, c'est ça. Et ça vous dit qu'il n'y a pas de chaîne qui se comporte de manière différente des autres. Tout le monde a convergé vers la même distribution à l'équilibre. Voilà, puis j'avais fini en vous expliquant quelques astuces pour essayer d'améliorer la convergence si vraiment vous avez des problèmes. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur ça avant qu'on continue? Bonjour. Oui, Olivier. Ouais. Question Camarel, oui. Vas-y, En fait, je vas-y. posais la question à savoir pour la précision de la loi normale, pour la variance en fait. Ouais. Est-ce que c'est la même chose si on applique la loi log normale? C'est-à-dire sur le... Ouais, pour le choix des prieurs. Pour les priors sur la variance de la La log normale. plutôt que quoi? Plutôt qu'une uniforme, par exemple? Donc, si on voulait appliquer la loi log normale, par exemple, on prend la moyenne de 0 et la précision, est-ce que c'est la précision qu'on va appliquer ou bien... Ah oui, c'est une bonne question, ça. Eh ben, tu me poses une colle. Il faut regarder dans le manuel de Jags. On peut le faire ensemble. Hein. Excellente question. Tu vois, on va faire un petit... Vous voyez mon explorateur ou pas? Est-ce que vous voyez mon explorateur Firefox? Oui. Oui. Ouais. Alors, on va chercher log normal. Alors, tu la vois, elle est là. Donc, oui, ça a l'air d'être la précision, tu vois. Précision aussi. Tu vois où je suis? Ouais, c'est la précision aussi. Et on le voit ici, elle apparaît pas en 1 sur sigma, mais elle apparaît en 1 sur racine de sigma, mais elle apparaît bien en taux numérateur. Donc c'est bien l'inverse de la variance encore. Elle est bien spécifiée en moyenne précision. Ouais. Ok, merci. C'est bon? Ouais. Ok, d'autres questions ou pas? Non, c'est bon. Si. Moi, j'ai une petite question. Sauf dans le cas de la log normale, a priori, tu ne vas pas prendre une moyenne de 0. Pour quoi? Pour un prior ou pour... Pour un prior que tu veux uniforme. Comment tu fais? Bah, si la variance est assez grande, peu importe où tu la Ah, tu centres. mets une grande variance. Ouais, okay. Si tu regardes un petit peu s'il n'y a pas trop de sensibilité à ce prior-là, mais après, si la variance est assez grande, l'endroit où tu la centres, c'est pas très très important. Ouais. Oui, en général, c'est vrai qu'on la met à 0, mais il n'y a pas de raison, ouais, t'as raison. On pourrait très bien la mettre sur une valeur un peu plus cohérente par rapport à nos données. Ouais. Comme la taille, là, l'exemple sur la taille d'hier, c'est pas très malin de centrer le prior sur 0, quoi. D'autres questions? C'est bon? Ok, bon. Alors,
Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, je voulais vous montrer un petit peu comment on peut manipuler. Alors, il va falloir que je fasse retourner. Donc, cet exemple cigogne qu'on a fait tourner ensemble hier, on va le reprendre parce que je voudrais qu'on explore un peu plus et que vous mettiez un peu plus, encore plus les mains dans le, comme on dit, les mains dans le cambouis. C'est-à-dire aller voir vraiment ce que produit Jags en sortie de l'analyse. Alors, pour ça, j'ai juste besoin de refaire tourner cette analyse sur les cigognes. Donc, je vais prendre juste. Est-ce que vous voyez bien mon RStudio là, c'est bon? Ouais. C'est assez gros? Ok, donc vous vous souvenez, on rentre les données d'abord, on les met dans une liste, c'est cet objet là, avec le nombre d'années, le nombre de poussins et compagnie. Je fais tourner ça. Ensuite, je spécifie le modèle. Alors, voilà. Je spécifie le modèle que je mets dans un fichier texte. Ensuite, je spécifie les valeurs initiales que je mets dans une liste pour chaque chaîne. Et puis tout ça, je le mets dans une liste de listes. Et puis je spécifie à Jax les paramètres que je veux estimer, là, que je veux suivre. Et puis je spécifie aussi le nombre d'itérations de ma période de préchauffage. Et puis le nombre d'itérations totales. Alors vous vous souvenez hier, le nombre d'itérations totales, c'est pour chaque chaîne. En fait, ça contient le nombre d'itérations pour la période de préchauffage. Donc, si au total, je spécifie 2000, il faut que je soustrais le nombre d'itérations que je prévois pour la période de préchauffage pour savoir combien, au final, dans ma distribution à l'équilibre, je vais échantillonner de valeurs. Donc ici, 2000 moins 1000, il va m'échantillonner 1000 valeurs dans ma distribution que je pense être à équilibre une fois que je sors de la période de préchauffage. Après 6000 itérations, il va échantillonner les 1000 restantes pour aller jusqu'à 2000. Tout ça, c'est bon? Ok, alors maintenant, je fais tourner le modèle. Ça va relativement vite. Alors, c'est ici que ça va apparaître, là. Quelque chose qui va apparaître, mais vous allez voir, voilà, ça va très vite. Il a fait 100%. Et puis, je vais regarder ce que ça me donne. Alors voilà, on a toujours pareil. Vous vous souvenez des sorties un peu? Dans cette première colonne, on a les moyennes a posteriori, les écarts types a posteriori, puis on a les quantiles, là, des colonnes de quantiles. Et celles qui sont intéressantes, c'est celle-ci, là, à 2,5. Il y a 97,5, parce que ça nous donne les bornes de l'intervalle de crédibilité à 95%. Et on retrouve le R chapeau et la taille d'effectif efficace, là. Et on retombe sur les problèmes qu'on a vus hier, vous vous souvenez? On a, par exemple, la pente de l'effet température où on a une taille efficace qui est très petite. Alors, on peut peut-être, bon, je vais le faire après, mais pour l'instant, on va avancer avec ça. Ça veut dire qu'en fait, ces quantités qu'on calcule ici, les quantiles, les moyennes, les écarts types, au lieu d'être calculées sur les 1000 itérations qu'on pense avoir tirées de notre distribution à l'équilibre, en fait, elles sont calculées seulement sur une vingtaine de points, quoi, qui sont indépendants pour le coup. Donc, c'est pas forcément énorme comme échantillon. Je vous disais hier, une règle un peu générale, c'est d'essayer d'avoir une centaine de points indépendants. Donc une taille efficace d'échantillon de 100 au moins pour essayer d'avoir des résumés numériques, là, des moyennes, des variances, des quantiles qui soient un peu fiables. Bon, on va avancer avec ça pour maintenant. Là, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, je voulais vous montrer ce qu'a généré Jags, en fait. Donc, je vous expliquais que le MCMC, les algorithmes MCMC, ça allait vous permettre de générer des tas de valeurs dans les distributions a posteriori sans connaître ces distributions a posteriori. C'est ça un peu la magie de ces méthodes. Bon, on l'a vu dans la marche aléatoire, là, avec l'exemple sur la distribution discrète. Hein. Il n'y a rien de magique. Hein. C'est que quelque part, il faut écrire la vraisemblance. Et puis, il faut spécifier les priors. Et c'est grâce à la vraisemblance que, quelque part, on fait marcher le système. Hein. C'est grâce à la vraisemblance et les priors qu'on construit la chaîne de Markov dont la distribution à l'équilibre et la distribution a posteriori des paramètres. Donc, il n'y a rien de magique, mais c'est assez extraordinaire d'arriver à faire ça, à échantillonner dans la distribution a posteriori sans avoir exactement sa forme, quoi. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les sorties de Jags? Alors, on va regarder ça ensemble. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, pour regarder ce qu'il y a dedans, on va transformer l'objet qu'on a créé avec Jags, voilà, qui donnait les résultats. On va le transformer en un objet MCMC. Bon, ça, vous me faites confiance et vous le faites. Et vous allez voir, en fait, c'est une liste. Vous voyez, quand j'ai fait apparaître res, là,
J'ai juste appliqué cette fonction qui me dit considère stort, l'objet que tu as sorti de JAX, comme un objet MCMC. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que il me sort une liste en fait à 2 composantes. On peut regarder ce qu'il y a dans cette liste. Qu'est-ce qu'il y a dans cette liste? C'est une liste de 2 composantes avec une première composante ici, dans laquelle il y a 1000 lignes. Il y a cet objet MCMC là, avec 1000 lignes et puis 4 colonnes. Et vous voyez qu'il y a des valeurs. Et ces 4 colonnes, elles correspondent à quoi? Bon, on va aller les voir. Hein. Mais elles correspondent, c'est ce que me dit ici, R. Elles correspondent à petit a l'ordonnée à l'origine, première colonne. Deuxième colonne, la pente de l'effet pluie. La pente de l'effet température. Et puis la dernière colonne, la déviance. Bon, celle-là, on va l'ignorer pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est ces trois paramètres. D'accord? Et donc, il y a ces 3 premières colonnes là qui nous intéressent. Et il y a 1000 valeurs, 1000 lignes qui correspondent aux 1000 valeurs en fait, que JAX a échantillonnées dans la distribution a posteriori avec ces techniques MCMC. Quoi. Et il a fait ça pour une chaîne. Donc ça, c'est la première composante de ma liste. Et il a fait ça aussi pour la deuxième chaîne, puisque j'ai dit que je voulais 2 chaînes. Donc il a fait ça pour 2 chaînes. Et c'est les 2 composantes de ma liste. Donc avec ça, je peux faire ce que je veux. J'ai ces 2000 valeurs au total, 1000 valeurs par chaque chaîne. Et ben, je peux faire des histogrammes, je peux calculer les intervalles de crédibilité, les intervalles de confiance, comment on les appelle. On peut faire des tas de choses puisque vous avez 1000 valeurs dans votre distribution a posteriori. Vous pouvez manipuler cette distribution comme vous voulez. Quoi. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire nous? Alors, première étape que je vais faire, j'ai une liste à 2 composantes où j'ai 1000 valeurs par chaîne. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre ensemble. Je vais prendre mes 1000 et 1000 valeurs et je vais les mettre dans un seul et même objet. Donc, j'ai créé cet objet res là où j'ai concaténé en ligne, c'est rbind, mes 2 composantes, les 2 composantes de ma liste. Donc, je mets mes 2 chaînes l'une en dessous de l'autre. Ça, j'aurais pas dû le faire. Voilà. Maintenant, vous voyez, si je fais apparaître les quelques premières lignes de ce nouvel objet res là, qui empile les 2 chaînes ensemble, eh bien, j'ai des tas de valeurs qu'il a simulées, 1000 valeurs, 1000 et 1000 valeurs, donc 2000 valeurs, 1000 pour chaque chaîne. Une fois qu'on est à l'équilibre, donc en enlevant les 1000 valeurs pour chaque chaîne de la période de préchauffage, qu'il a généré dans la distribution a posteriori de l'ordonnée à l'origine et des pentes de l'effet pluie et température. Donc on peut regarder ce qu'il y a au début, vous pouvez regarder ce qu'il y a. Vous connaissez ces commandes head et tail dans R qui vous permettent d'aller voir ce qu'il y a au début d'une matrice ou à la fin d'une matrice, les dernières lignes ou les premières lignes, la tête et la queue. Voilà. Et vous voyez que ça s'arrête à 2000. C'est mes 2 chaînes. Et voilà toutes les valeurs qu'il a générées. Alors, j'ai 2000 valeurs tirées dans une distribution. Maintenant, je vais pouvoir faire des tas de choses avec. Hein. Par exemple, donc c'est ce que je vous montre dans cette section. C'est ce que je viens de faire, ça. Hein. Ça, c'est tout ce que je viens de faire. Je peux vouloir calculer la probabilité a posteriori que l'effet de la pluie, donc la pente en fait, soit négative. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je regarde toutes les valeurs que j'ai tirées dans la distribution de la pente a posteriori, de l'effet a posteriori de la pluie, et je regarde en moyenne combien de ces valeurs sont négatives. Donc il suffit simplement que je prenne toutes les valeurs que j'ai générées dans la distribution a posteriori de l'effet pluie, je regarde celles qui sont négatives, et puis j'en fais la moyenne. Et ça me donne la probabilité. Ouais. Oui, une petite question. Est-ce que c'est valable de faire ça alors qu'à priori, on sait que les… Que les quoi? Que les valeurs successives sont autocorrélées. Tu comprends ma question? Allô? Ouais, alors elles sont pas aussi autocorrélées que ça quand même. On l'a vu dans l'autocorrélation. Là, Ouais. En fait, l'autocorrélation, elle tombe très très vite en fait. Attendez. C'est ça. Mais c'est pas le NF là qui te dit ça là que tu… Alors oui, bon, mais dans ce cas-là, il faudrait que je le fasse tourner plus longtemps. Oui, tu as raison. Dans mon cas à moi là, c'était pour la pluie où j'avais des valeurs très NF très petits. Attends, c'était dans la pluie là que j'avais un…
Oui, tu avais 29 là. Oui, dans ce cas-là, il faudrait que je le fasse tourner un peu plus longtemps quand même pour avoir un échantillon un peu plus grand pour faire cette moyenne. Oui, tu as raison. Bon, dans notre cas, nous, on va l'ignorer là. C'est pas pour t'embêter, mais c'est des trucs où peut-être on ne pense pas. Non, non, mais c'est vrai, hein, tu as raison. Hein. Voilà, voilà. Mhm. Alors, regardez, juste je vais vous montrer parce que c'est pas évident la première fois qu'on le. Donc, Res, vous vous souvenez, c'est cette matrice où j'ai ces 4 colonnes, d'accord? Et moi, ce que je veux, je voudrais savoir en moyenne, je voudrais savoir, enfin pas en moyenne, pardon, je voudrais essayer d'estimer la probabilité que ce paramètre-là est inférieur à 0, la pente associée à la pluie. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais regarder toutes les valeurs, les 2000 valeurs que j'ai générées dans la distribution a posteriori de ce paramètre, et je vais regarder en moyenne combien il y en a qui sont inférieurs à 0. Donc pour ça, dans R, c'est assez simple. Je vais sélectionner la colonne qui m'intéresse. D'accord? Donc là, j'ai les 2000 valeurs qui sont tirées dans la distribution a posteriori de l'effet de pluie. Je regarde, donc je lui demande quelles sont parmi ces valeurs celles qui sont négatives. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va me rendre. Est-ce que vous voyez ce qu'il va faire là? Quand je lui dis, prends ce vecteur là de valeur et puis dis-moi inférieur à 0. Qu'est-ce qu'il va rendre? 1 ou 0? Vrai ou faux? Ouais. Vrai ou faux en fait. Il va rendre vrai si effectivement les valeurs sont inférieures à 0 et puis faux sinon. Quoi. Et il va le faire pour chaque valeur de votre vecteur de valeur tirée dans la distribution a posteriori. Si je le fais, vous voyez, hop, il a rendu. Alors il y a très peu de valeurs qui sont positives. Hein. Il y en a une ici. Il me dit que inférieur à 0 c'est faux. Donc il y a une valeur qui a l'air plus grande que 0 dans les 2000. Il y en a peut-être un peu plus. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux calculer en moyenne combien il y en a. C'est-à-dire, je vais compter toutes celles qui sont négatives, pardon, et puis je vais diviser par le nombre total que j'ai, c'est-à-dire les 2000. Donc je fais la moyenne. Donc je peux calculer, je peux regarder la somme hein, pour savoir combien il y en a au total. Et sur les 2000, il y a 1989 valeurs qui sont négatives. Donc c'est une grosse majorité. On l'avait vu, la distribution a posteriori, elle était vraiment sur les valeurs négatives. Donc maintenant, je peux faire cette somme et je peux diviser par le nombre total qu'il y en a. Et il y en avait combien? Il y en avait 2000. C'était les deux chaînes. Donc la probabilité que ce paramètre soit négatif, eh bien, elle est de quasiment 100%. Quoi. Alors, c'est pour ça que j'allais plus vite. J'avais mis min directement. Le min, ça me fait exactement la même chose. D'accord? Alors, je peux aussi calculer la probabilité que ce paramètre soit inférieur, par exemple, là, je peux tout faire avec ça maintenant. Moins 0,2, par exemple. Je peux tester plein de choses. Donc cette probabilité, elle est de 28%. La probabilité que l'effet de la pluie soit inférieur à 0,2, à moins 0,2, pardon, est de 28%. Enfin, je peux faire des tas de choses. J'ai mis 0 parce que c'est la valeur qui me permet de tester si oui ou non, en gros, l'effet de la pluie est significatif. Quoi. Si ça l'est pas, si ma distribution a posteriori contient 0 de manière assez flagrante, l'effet est probablement pas significatif. Alors pareil pour la température, je vais extraire mes 2000 valeurs de mon vecteur température. Vous le voyez, déjà quand on commence à les regarder, vous voyez qu'il y a des valeurs qui sont beaucoup plus proches de 0 quand même. Il y a beaucoup de valeurs avec 0.0 quelque chose, ou 0.00 quelque chose. Et puis il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont positives, comme pas de signe moins dedans. Alors je peux faire comme tout à l'heure, je peux sommer, je peux regarder combien il y en a qui sont inférieurs à 0, et là, il y en a 600, quoi. Il y en a 597, beaucoup moins que les 2000, en gros c'est un quart. Quoi. Un peu moins. Et puis je peux calculer cette probabilité, donc, et ça me donne, oui, c'est plutôt 30%. 30% de la probabilité que le paramètre de température soit inférieur à 0, soit négatif, et de 0,30. Et donc positif, 0,70. Ça marche? Alors je peux faire la même chose, je peux essayer d'obtenir un intervalle de confiance, qu'on appelle intervalle de crédibilité en bayésien. Pareil, je reprends mes 2000 valeurs de mon effet pluie, et puis je vais calculer un quantile. Donc on va les classer du plus petit au plus grand, et puis je vais
je vais me débarrasser des 2,5% à gauche et à droite, et comme ça va me donner mon intervalle de confiance. Bon, dans R, la fonction quantile vous permet de faire ça. Vous pouvez spécifier comme argument. Donc, ça prend deux arguments, les valeurs sur lesquelles vous voulez calculer le quantile et puis les quantiles que vous voulez calculer. Donc, si je fais ça, j'ai directement voilà, mon intervalle de crédibilité pour l'effet des pluies, de la pluviométrie, et on me dit que c'est entre moins 0,27 et moins 0,04. Donc effectivement, il y a 95%, avec une probabilité de 0,95, le vrai paramètre est là-dedans. On peut dire ça en bayésien, contrairement aux fréquentistes avec une intervalle de confiance. Ok. Pareil sur les températures, on peut le faire. Et là, évidemment, on va se rendre compte que l'intervalle de crédibilité, il contient bien 0. Là, si je fais l'intervalle de crédibilité. Alors, ce que je vous avais montré hier rapidement, c'était que ces 2000 valeurs, je peux les représenter graphiquement. Alors, j'avais choisi un estimateur à noyau. Donc, l'estimateur à noyau en noir, là, c'est un histogramme, mais pour des distributions continues. Il n'y a pas de raison d'utiliser un histogramme sur des distributions continues. Hein. Bon, c'est pas forcément très malin. Enfin, pas très malin. C'est pas que c'est pas très malin, c'est juste que c'est pour. Il y a d'autres estimateurs de distribution qui existent pour des distributions continues, et c'est l'estimateur à noyau. Donc là, c'est en noir, mais je peux très bien faire un histogramme hein, pour vous convaincre. Donc je vais reprendre mes valeurs pour l'effet pluie. Je vais reprendre mes 2000 valeurs et je vais faire un histogramme de ça. Et ça va bien me donner la distribution histogramme. Alors, elle est où je l'ai perdu. Ah voilà, il est là l'histogramme. Donc on a bien une distribution là, qui est unimodale. Hein. Et puis, le 0 est ici, là, on voit bien que toutes les valeurs sont, quasiment toutes les valeurs, à part quelques-unes, là, mais on en a quelques, c'était quoi, une vingtaine, hein, sont négatives, sont sur la partie négative de l'axe des réels. D'accord? Ok. Alors, je pense que j'avais prévu juste un petit... Alors, pour vous convaincre encore plus qu'une fois que vous avez échantillonné dans la distribution a posteriori, vous êtes un peu, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Je vais vous demander de faire un petit truc. Ça va vous demander de faire retourner l'exemple Sigone dans JAX. Et puis, je vais vous demander de me chercher, alors de me tracer, de me faire graphiquement, comme je l'ai fait là, un histogramme ou ce que vous voulez, ou bien juste de récupérer les 1000 ou 2000 valeurs de cette distribution-là, de cette distribution a posteriori, de cette fonction-là, de l'effet de la pluie au carré, plus le cosinus de l'effet de la température. Donc, c'est une question stupide au sens où c'est une fonction qui ne veut rien dire, mais c'est pour vous convaincre que une fois que vous avez des valeurs générées dans les distributions a posteriori de vos paramètres, vous pouvez faire ce que vous voulez. En particulier, vous pouvez calculer la distribution a posteriori de n'importe quelle fonction de vos paramètres, y compris celle-là qui est complètement idiote. Donc, on peut prendre 5 minutes et puis on fait ça. Donc, il vous faut faire retourner l'exemple Sigone et puis essayer de calculer la distribution de cette fonction. À vous. Alors, la solution, c'est la suivante. Enfin, la solution, la façon de faire. Je vous la montre d'abord sur la diapo, puis après, on le refait ensemble. Vous vous souvenez, j'ai créé cet objet res, là, où j'ai concaténé mes deux chaînes. Je prends la colonne qui correspond à mes 2000 valeurs de la pente de l'effet pluie. Ces 2000 valeurs, je les mets au carré. Puis ensuite, je prends la colonne qui correspond à l'effet température. Je lui applique le cosinus. Je fais la somme des deux. Et j'obtiens 2000 valeurs générées dans la distribution a posteriori de cette fonction. C'est aussi simple que ça, en fait. Ah. Et donc après, voilà, je peux regarder les premières valeurs de cette distribution a posteriori là, de cette fonction. Voilà, ça donne ça. Après, je peux faire ce que je veux. Je peux en faire
une jolie distribution approchée là, avec un estimateur à noyau. Je peux faire, j'ai 2000 valeurs générées dans la distribution a posteriori de cette fonction. C'est aussi simple que ça en fait. Vous voyez? Ouais. Alors je vais le faire dans R. Je vais le faire dans R. Donc vous vous souvenez ce qu'on avait fait? On avait fait tourner, je l'ai fait retourner avec vous. On a fait retourner la régression logistique là, sur les données cigognes. Et puis j'ai créé cet objet là qui me prend mes deux composantes de ma liste et qui les met l'un en dessous de l'autre. Et donc ça me donne cette jolie matrice là dans laquelle j'ai mes 2000 valeurs rangées dans 4 colonnes, enfin, surtout dans 3 colonnes, avec l'ordonnée à l'origine, l'effet pluie et l'effet température. Et moi, ce que je veux, c'est simplement, je voudrais, alors ça c'est pas très malin ce que j'ai fait, parce que j'ai fait afficher les 2000 valeurs. Hop, voilà. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, alors ça je vais l'enlever parce que sinon ça va m'embêter. Donc je veux cette fonction, l'effet pluie au carré, plus le cosinus de l'effet température. Eh bien, je prends mes 2000 valeurs tirées dans la distribution a posteriori de l'effet pluie et je les mets au carré. Donc évidemment, elles sont plus, il n'y a plus de valeur négative hein, puisque je suis passé au carré. Et puis après, la deuxième partie là, de ma fonction, c'est l'effet de la température auquel j'applique la fonction cosinus. J'applique le cosinus. Voilà. C'est complètement idiot, hein, la fonction que je cherche à approcher, mais ça démontre l'idée, quoi. Ça permet de comprendre l'idée. Et maintenant, j'ai 2000 valeurs de cette fonction, pluie au carré plus cosinus de température. Voilà toutes les valeurs que j'ai de cette. J'ai 2000 valeurs de la distribution a posteriori de cette fonction là, de pluie au carré plus cosinus de température. Je les stocke dans un objet que je vais appeler stupide posterior distribution. Voilà. Je peux afficher, là j'ai affiché 2000 valeurs, hein, mais je peux afficher simplement les premières valeurs. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 2000 valeurs de cette distribution a posteriori, là, de cette fonction, donc je peux faire ce que je veux. Je peux faire un histogramme, comme j'ai fait tout à l'heure. Je peux faire cette estimation à noyau, là, cet histogramme pour distribution continue. Je peux calculer, je ne sais rien, je peux reprendre ça et puis calculer la probabilité que cette donc la probabilité que cette fonction-là soit positive, en fait, bah c'est toujours 1, quoi. Parce que toutes les valeurs sont positives, bah oui, j'ai pris le carré, donc il n'y a plus rien de positif. Je peux faire un histogramme, voilà, je peux faire tout ce que je veux. Hein. Et Olivier, ouais. J'ai peut-être pas bien, enfin, c'est peut-être con, mais Vas-y, c'est l'exercice con de toute façon. Hein. ouais. Ah. Ça me fait, donc tu peux faire plein de calculs, tu peux sur les données que tu as obtenues a posteriori, mais je me demandais quelle est la différence entre appliquer une fonction comme ça sur tes données obtenues a posteriori par rapport à refaire la vraisemblance en suivant cette fonction-là. Ça donne la même chose ou ça n'a rien à voir? Ben, c'est un peu différent, c'est-à-dire que j'ai pas changé la distribution de mes données. Mes données elles sont toujours binomiales. C'est pas mes données que j'ai. Si tu veux, les données de succès reproducteur, c'est toujours des données que je suppose distribuées comme une binomiale. C'est plutôt sur les paramètres. Je cherche à en calculer une fonction, quoi. Je cherche à dire quelque chose sur une fonction de ces paramètres. Mais la distribution de mes données, elle est toujours binomiale, elle n'a pas changé, elle. Je vois où vous voulez en venir. Tu refais tu reprends les données Stork, et au lieu de mettre la fonction qu'on avait mise, tu mets cette fonction-là. Mais ouais. Tiens, au final, par rapport. Mais je peux pas la mettre. Enfin, je peux pas la mettre. Attends, parce que je suis pas sûr de voir. Si tu regardes le code, il faut spécifier la vraisemblance et spécifier les priors, d'accord? Ouais. Donc
enfin, cette fonction, en fait, je ne peux pas la faire apparaître. En fait, ma productivité, elle est toujours écrite comme une fonction linéaire de température et pluie sur l'échelle logique. Ouais. Et mes priors, ils sont toujours les mêmes sur ces paramètres-là, quoi. Oui, oui. Mais si justement ça, tu le changes. Comment? Au C'est-à-dire? lieu de mettre une Ça, là? fonction. Ouais. Ah, si ici, au lieu de faire ça, j'écris Ouais, tu ça, refais. Ouais. mais c'est pas la même chose que que je suis en train de faire. C'est-à-dire Oui, que ma question, c'est quelle est la différence ah bah c'est plus un modèle linéaire en généralisé. fait? Ça n'a rien à voir. Et ouais, c'est plus un modèle linéaire généralisé. C'est-à-dire que moi, la question que je vous posais, ouais, c'est vrai, d'accord, je comprends pourquoi ça peut être, ça peut amener une confusion. La question que je vous posais, c'était à partir du modèle linéaire généralisé que vous avez ajusté sur vos données, calculez-moi la distribution de cette fonction des paramètres que vous avez obtenus, quoi. Là, ce que vous proposez, là, parce que je pense que c'était la même question, enfin, Ilan tournait autour du même truc, c'était eh ben, remplace ça par exemple, alors je sais plus, c'était ça, ça Dès plus cosinus plus cosinus de ça, quoi. Alors ça, on change carrément le modèle, là. C'est-à-dire que déjà, je suis plus du tout linéaire sur l'échelle logique, là. Donc c'est plus un modèle linéaire généralisé, quoi. Donc c'est ça que ça change, en fait. C'est que c'est pas comment dire, là, les paramètres que je vais estimer, les températures et pluie, c'est pas vraiment l'effet des températures et des pluies sur une échelle linéaire sur la productivité. C'est un autre modèle, quoi. Oui, d'accord. D'accord? C'était donc con. Non, parce que non, c'était pas du tout con. Non, parce que je pense que j'aurais dû poser la question un peu plus précisément, c'est-à-dire à partir des paramètres que vous avez obtenus du modèle linéaire généralisé, là, et donc des paramètres linéaires, qu'est-ce qu'on peut obtenir sur une fonction de ces paramètres du modèle linéaire généralisé? C'était pas changer le modèle pour obtenir cette fonction-là sur l'échelle logique. Non, non, c'était pas du tout, c'était pas du tout con. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Ouais. Donc l'idée, alors pourquoi je vous montrais ça, c'était que quand on est en fréquentiste par exemple, et que vous voulez, je sais pas, on veut calculer par exemple un intervalle de confiance sur une fonction de nos paramètres. Ça peut être par exemple un ratio, ça peut être. Alors on utilise en général deux approches pour calculer ces variances de fonctions. On utilise soit un bootstrap, ou par exemple sur un effectif qu'on va calculer en sortie d'un modèle de capture-recapture. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on divise le nombre d'individus qu'on a détectés par la probabilité de capture. Donc le nombre d'individus, lui, est observé, mais la probabilité de capture, c'est une estimation. Et on n'obtient pas directement dans le modèle 1 sur la probabilité de capture, on obtient directement la probabilité de capture. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est la variance de 1 sur la probabilité de capture. Donc ça, pour la calculer, cette variance, on va faire soit du bootstrap, on va générer plein de valeurs, et ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec le MCMC, hein, plus ou moins. Ou bien on va faire la delta méthode. Vous connaissez peut-être la delta méthode qui permet de calculer la variance de n'importe quelle fonction. Il faut calculer une dérivée, enfin, c'est pas forcément évident. Quand il y a plusieurs paramètres, ça devient plus compliqué parce qu'il faut la matrice de variance covariance, et puis il y a des produits matriciels à faire. Enfin, ça devient plus difficile à manipuler, quoi. Alors que là, eh ben au même prix, c'est-à-dire une fois que vous avez fait votre analyse et que vous avez vos valeurs tirées dans la distribution a posteriori de vos paramètres d'intérêt, ben vous pouvez calculer, vous pouvez approcher la distribution a posteriori de n'importe quelle fonction de vos paramètres. Donc ça permet de ne pas avoir à repartir dans soit un bootstrap, soit l'application de ta méthode. C'est bon? Donc c'est très très utile, c'est très pratique. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions là-dessus, on va passer à la partie sélection de modèles. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? C'est bon? OK. Donc, sélection de modèles. Alors, pour l'instant, ce qu'on a fait, on a regardé l'effet pluie, l'effet température sur les cigognes. Et on a dit, bon, bah, il semblerait que si on regarde les intervalles de crédibilité, on ait un effet de la pluie, mais pas des températures, si je me souviens bien. Ça contient 0 ou ça contient pas 0. Alors, on peut formaliser un peu ça en faisant ce qu'on appelle de la sélection de modèles, que vous connaissez peut-être, en utilisant
en utilisant l'AIC, là, donc je vais passer là-dedans. Donc, comment on fait pour sélectionner un meilleur modèle? Et en gros, c'est l'équivalent à se poser la question, est-ce qu'il y a un effet de la température, de la pluie, ou bien des deux sur la productivité? Alors, souvent, vous allez peut-être lire dans des publications ou dans les gens, pour faire ça, ils utilisent, alors c'est pas forcément une bonne idée, hein, ils utilisent la proportion de variance expliquée avec le R carré. Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est pas forcément c'est pas le meilleur outil pour faire ça, hein. C'est plutôt un outil d'ajustement de test d'ajustement des modèles et encore. Et surtout, c'est problématique parce que si on veut faire de la sélection de variables avec ça, ce qu'on sait, c'est que plus vous ajoutez de variables et plus le R carré augmente, quoi. Donc, plus vous allez expliquer de la variance, y compris si vous mettez des covariables qui n'ont rien à voir avec le processus que vous étudiez. Donc, c'est vraiment pas la bonne approche. Donc, l'idée, c'est plutôt d'essayer de partir de ce constat-là et de pénaliser les modèles qui ont trop de paramètres. Vous allez avoir une espèce d'équilibre entre le fait que vous arriviez à bien expliquer ce qu'il y a dans vos données et puis combien il vous faut de paramètres pour expliquer ce qu'il y a dans vos données, quoi, le signal qu'il y a dans vos données, les patrons qui se trouvent dans vos données, la variabilité qui est dans vos données, quoi. Et donc, pour faire ça, il y a ce qu'on appelle l'AIC, le critère d'information d'Akaike, qui était un scientifique japonais qui a développé ce critère-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce qui se passe, c'est que la formule pour calculer l'AIC, c'est quelque chose que... alors, je n'ai pas très bien... Ouais. Donc, le grand L, là, c'est la vraisemblance. J'ai oublié de rajouter, sachant les données, hein. Donc, c'est vu comme une fonction. Donc, c'est une fonction des paramètres et la vraisemblance évaluée en les estimations des estimateurs du maximum de vraisemblance. Donc là, je le fais en fréquentiste et après, je vais vous montrer l'équivalent en bayésien. Donc l'AIC, il est défini en fréquentiste. On applique la vraisemblance en les estimations qu'on a obtenues par maximum de vraisemblance. Donc par exemple, dans l'exemple des chevreuils, c'était 19 sur 57, là, la mortalité hivernale. Donc vous appliquez la binomiale à 19 sur 57. Et puis, vous faites moins 2 le log. Donc ça, c'est cette quantité, c'est la déviance. Et puis, vous ajoutez 2 fois, alors grand K, c'est le nombre de paramètres. Dans le cas de la binomiale, c'était un paramètre. Il y avait juste la probabilité de survie. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça fait, cette quantité? Très schématiquement, ce qui se passe, c'est que le premier terme, là, cette déviance, ça mesure la qualité de l'ajustement du modèle de données. Plus vous avez de paramètres, et plus cette quantité va être petite. D'accord? Et mieux vous allez ajuster votre modèle à vos données. C'est-à-dire, vous allez être d'autant plus capable de reproduire ce qui est dans vos données que cette quantité est petite ou que la vraisemblance est grande. D'accord? Ça marche? Et la deuxième quantité, 2 fois le nombre de paramètres, eh bien, c'est une pénalité, quoi. C'est une pénalité. Plus vous avez de paramètres, plus cette quantité augmente, et donc vous pénalisez la somme. D'accord? Donc c'est un équilibre entre l'ajustement du modèle aux données et la complexité de ce modèle qui est capturé par le nombre de paramètres. Je vous fais la version raccourcie. Il y a une façon qui est un peu plus élégante d'introduire ça en utilisant des concepts du machine learning, mais bon, je ne vais pas vous le faire là, c'est pas forcément adapté. Ok, et donc en général, ce qu'on fait en fréquentiste, c'est qu'on dit, bah voilà, le meilleur modèle, c'est-à-dire celui qui est le mieux supporté par les données, c'est celui. Donc vous pouvez calculer une valeur d'AIC pour chacun des modèles que vous considérez. Par exemple, le modèle avec la pluie, le modèle avec la température, le modèle avec ces 2 variables, ou bien le modèle où il n'y a aucune de ces covariables. Donc vous aurez 4 modèles, et pour chacun des modèles, vous avez une valeur d'AIC. Et le meilleur modèle, celui qui est le mieux supporté par les données, eh bien, c'est celui qui aura la plus petite valeur d'AIC, qui ajuste le mieux et qui a la complexité la moindre. Alors, une difficulté qui peut arriver, c'est quand vous avez 2 modèles qui sont très très proches en AIC, dans une différence d'AIC entre un peu petite que 2, par exemple. Donc là, ça veut dire que vous ne pouvez pas vraiment distinguer ces 2 modèles. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils sont tous les deux capables d'expliquer les données un peu de la même façon. Alors ça, c'est dans le cadre, pardon, c'est dans le cadre fréquentiste. Donc c'est une méthode qui est très très utilisée, vous la connaissez sûrement. En écologie, c'est très 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 utilisé suite au travail de Ken Burnham et de David Anderson là, qui avaient publié ce bouquin en 2002 sur la sélection de modèles par l'AIC. Donc il y a plein de variantes, mais en gros, c'est l'idée.
Donc, en bayésien, jusqu'à il y a très peu de temps, hein, ça date de, il y a, je sais pas, l'article qui date de quoi, il y a moins de 5 ans, je pense. Il n'y avait pas d'équivalent, et on a aujourd'hui un équivalent. Donc, j'ai pris le parti de vous le présenter. Alors, c'est tout frais, hein, mais c'est le critère maintenant qui fait foi, qui est utilisé dans Nimble, dans Stan, et qui permet de faire la sélection de modèles en bayésien. Donc, je vous le présente. Hein. C'est une section que j'ai rajoutée pour l'occasion. Donc, c'est la version bayésienne de l'AIC. C'est le critère d'information de Watanabe Akaike, WAIC. Okay, donc, c'est en gros la même formule, hein, sauf qu'elle est adaptée au bayésien. Vous avez 2 fois le nombre de paramètres effectifs. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est le nombre de paramètres. Et puis ici, vous avez moins 2 fois le log de ce qu'on va appeler la vraisemblance. Et ici, c'est la probabilité a posteriori, la probabilité de la vraisemblance, sachant les paramètres. Donc, c'est la vraisemblance, quoi. Mais en bayésien, donc il nous faut une moyenne parce qu'on ne peut pas le faire sur toutes les valeurs. Alors, ce qui se passe, bon, ça ressemble beaucoup à l'AIC, hein, c'est la version bayésienne de l'AIC. Ce qui se passe, c'est que ce critère, il est implémenté en routine dans Stan et Nimble, donc les 2 logiciels dont je vous parlais qui sont plus récents que JAX, mais il n'existe pas en routine dans JAX. Donc, il y a une petite astuce pour l'obtenir, mais c'est caché dans JAX. Il n'y a pas une fonction toute seule. Il faut, normalement, Martin Plummer dit qu'il va le faire sûrement. Pour l'instant, ça demande de faire retourner le modèle une fois en lui précisant que vous voulez calculer le WAIC. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer cette fonction JAX-Samples. À quoi il faut l'appliquer? Il faut l'appliquer au modèle que vous avez fait tourner et que vous avez stocké, en l'occurrence, la Sigone, je l'ai stocké dans Storks. $modèle, donc ça va prendre juste le modèle que vous avez défini. Vous voulez suivre quel paramètre? Le WAIC et puis la déviance, vous en avez besoin. Et puis le type, c'est la moyenne, là, parce que dans la formule, ce qu'il nous faut, c'est la moyenne de la. Ici, là, c'est la moyenne de la vraisemblance. Et pas toutes les valeurs qu'on obtient à chaque itération, la trace. Et puis je vais mettre exactement les mêmes valeurs, 2000 itérations et puis 1000 de préchauffage. Alors j'ai mis, je ne rentre pas dans les détails, mais mettez un. Voilà. Donc c'est juste, c'est très technique, hein, c'est juste alors c'est tiré de ce post de Martin Plummer sur le site d'aide à JAX, là, où il donne cette petite astuce pour calculer le WAIC. Donc c'est pas en routine dans JAX, ça demande de faire une étape supplémentaire, mais c'est possible de le faire et je vous encourage vraiment à l'utiliser. Alors, sur l'exemple Sigone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait tourner ça, on va calculer le nombre effectif de paramètres. Là. Dans la formule, c'est le nombre de paramètres en bayésien, là, PWAIC. Donc, on prend le sample. Alors, le sample, c'est quoi? C'est juste l'objet dans lequel vous avez stocké le nouveau run de votre modèle là, pour calculer le WAIC. Donc, vous calculez le nombre de paramètres. La valeur de l'AIC, elle est donnée par la déviance plus le nombre de paramètres. Ok, en tout cas, bon, ce qui se passe, c'est que c'est pas très élégant, hein, puisque c'est pas dans le run qu'on fait, c'est pas dans la fonction de JAX qu'on applique tout de suite. Hein. Il y a besoin de refaire tourner le modèle en changeant un peu quelques arguments, mais c'est possible. Et alors pourquoi je prends le temps et pourquoi cet effort, à mon avis, il vaut le coup? C'est qu'à la fin, vous retombez sur ce qu'on sait faire en écologie, ce qu'on fait souvent, ce qu'on fait quasiment toujours en écologie. En tout cas, je sais pas comment. Enfin, en tout cas, en terrestre, c'est très très utilisé maintenant l'AIC. Vous avez l'équivalent en bayésien, quoi. Et ce qu'ont montré alors c'est surtout les gens qui ont développé Stan, là, Gell-Mann, Vettari et d'autres statisticiens, qui montrent que les propriétés du WAIC sont vraiment excellentes, sont très très bonnes. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a un modèle qui fait mieux que les autres, il va aller le sélectionner. Enfin, je sais plus les propriétés, mais c'est très très bon. Voilà, donc ici, par exemple, il suffit d'appliquer les quelques lignes que je vous ai montrées. Donc ici, vous refaites tourner votre modèle en lui spécifiant que vous voulez le WAIC, la déviance, et puis calculer des moyennes.
Et puis, vous appliquez ces quelques lignes qui vous permettent de calculer le nombre de paramètres et puis la valeur du WAIC en sommant la déviance et le nombre de paramètres. Voilà. Et puis après, vous finissez par ces deux lignes et ça vous donne le WAIC et puis le nombre de paramètres. Ok, donc ce que je vous propose en exercice, pour voir que ça marche bien, c'est de reprendre l'exemple cigogne. Alors, ça va vous permettre de manipuler un peu le code. Alors, on va faire deux choses. La première chose qu'on va faire, c'est que vous allez ajuster des modèles avec donc les deux covariables ensemble. Ça, on l'a déjà fait. C'était le code que je vous ai fourni. Et vous allez un peu le modifier, ce code, pour ajuster trois autres modèles. Un modèle où vous aurez que l'effet de la pluie, donc une seule covariable, que l'effet de la température, donc toujours une seule covariable. Donc ça va être le même modèle, mais dans lequel vous allez passer deux covariables différentes. Et un autre modèle dans lequel vous n'aurez aucune des deux covariables. D'accord ? Donc ça va vous demander en fait de modifier le code que vous avez déjà et de changer donc les priors, les valeurs initiales. Enfin, ça va être vraiment, on va prendre un peu de temps pour le faire parce que c'est vraiment la première fois que vous allez travailler à modifier du code. Alors, pour être honnête, on repart jamais de zéro, hein, on repart jamais d'un code dans lequel on n'a rien. Donc, c'est exactement une situation dans laquelle vous pourrez vous retrouver si vous êtes amené à réutiliser JAX. Donc, vous partez d'un code déjà existant et vous le modifiez pour que ça se colle à vos besoins. Donc, il va vous falloir faire deux autres modèles. Un avec seulement l'effet d'une covariable. Et puis, dans les données, vous passerez soit la pluie, soit la température. Et puis, un autre modèle où vous n'avez aucun effet de covariable, juste leur donner à l'origine. D'accord ? Et puis, pour chacun de ces quatre modèles, donc le modèle avec les deux covariables qu'on a déjà fait tourner, pour lequel vous avez déjà le WAIC, hein, c'est ce que j'ai fait là. On a déjà la valeur ici, 216.3. Eh bien, vous allez calculer le WAIC avec les lignes que je vous ai montrées ici. Donc, pour chacun des trois modèles supplémentaires, là, avec une des deux covariables, bien sans aucune des deux covariables, vous allez refaire tourner un petit peu le modèle et puis appliquer ces quatre lignes pour avoir une valeur d'AIC pour vos quatre modèles au final. D'accord ? Donc, ça va vous prendre un petit peu de temps. Donc, ce que je vous propose, c'est de se lancer. Donc, vous repartez du code que vous avez pour le modèle avec les deux covariables et vous le modifiez pour faire un modèle où vous avez seulement l'effet d'une covariable ou bien aucune des deux covariables. Donc, comme disait Daniel, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut réécrire, et puis on l'a vu avec Sosten et puis avec Ilan et Thibaut, il faut réécrire un modèle à chaque fois. Donc là, j'ai pris la température seulement et j'ai pris la même démarche que Ilan et j'ai fait un modèle avec COV. Et dans COV, je vais passer soit la température, soit la pluie. Voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai passé que la température. Donc, il faut bien ne pas oublier de modifier la liste des valeurs initiales. Il faut qu'elle coïncide exactement avec les paramètres que vous cherchez à estimer et qui sont dans le modèle. D'accord ? Donc, ici, A et B. Et pareil pour les données. On l'a vu, même si ça génère seulement des messages d'alerte et pas d'erreur, c'est quand même plus propre de se débarrasser de ces messages d'alerte et puis de bien faire coïncider les données que vous utilisez dans le modèle aux données que vous spécifiez dans la liste de données. Voilà. On fait tourner JAGS et puis on fait tourner les calculs supplémentaires pour calculer la WAIC. Pareil sur la pluie. Donc c'est exactement le même modèle, mais où j'ai remplacé la température par la pluie. Donc je mets ça dans COV. Je fais tourner. Voilà. Et puis le modèle sans covariable, comme nous l'a montré Ilan, là, on prend un petit a, juste on a supprimé les covariables et puis donc les pentes associées aux covariables. Donc c'est un modèle qui nous dit il n'y a pas de variation entre années de la productivité. C'est petit a, quelle que soit l'année. Il n'y a pas de variation entre années. Ok, donc c'est constant. La productivité, elle est constante. Elle vaut juste petit a qu'il faut retransformer avec le logiciel réciproque. Pareil, là, je me suis débarrassé des B dans les valeurs initiales. Et puis, du coup, ouais, quelqu'un qui voulait intervenir, non? C'est juste l'AIC du modèle nul, il n'est pas si mal que ça par rapport à… Ouais.
Alors, attendez, je vais y aller. Juste, je finis ça. Voilà, dans la liste des données, là, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, il n'y a plus de tout de covariables. On est bien dans le modèle où il n'y a plus de covariables. Donc, il y a juste le nombre de poussins et le nombre de couples, puis le nombre d'années. Pareil, on fait tourner. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a alors le modèle 1 avec simplement la pluie. Bon, j'ai fait un petit data frame là où j'ai remis le nom des modèles pour que ça soit un peu plus clair, mais ça, c'est pas vraiment utile. Et puis j'ai arrangé par les valeurs d'AIC, donc de la plus petite à la plus grande. Donc ça, c'est un pipe dans le taille diverse, mais vous n'êtes pas obligé de. Ça, c'est vraiment pas. C'est du détail. C'est pas très intéressant. Donc là, on a quoi? On a un modèle avec la pluie, avec une WAIC de 213, puis 215, 216, 220. Donc on voit que c'est le modèle avec seulement la pluie qui a l'air de marcher, qui est pas loin du modèle nul, mais c'est quand même, ça a l'air d'être important, quoi. Et on le voit d'ailleurs dans la distribution. On l'a vu, la distribution a posteriori de l'effet de la pluie. En tout cas, dans le modèle où il y a les deux covariables, c'est une distribution qui est centrée sur les valeurs négatives. Donc il y a clairement un effet. Voilà. Il était important de considérer le modèle avec l'effet d'aucune des covariables, hein. Sinon, évidemment, vous comparez trois modèles dans lesquels il y a au moins l'effet d'une covariable. Donc, vous allez forcément conclure que oui, il y a bien un effet soit de la pluie, soit de la température, soit de les deux, hein. Donc, il fallait bien avoir ce modèle nul, là, sans aucune des deux covariables. Et après, il y a des cas où vraiment, on n'arrive pas à distinguer les modèles. Là, bon, c'est plutôt pas mal. Celui-là, il est en dessous de 2 unités, on va dire, de WAIC. Donc, c'est des règles qu'avec l'AIC, on utilise en disant, bah voilà, on peut les distinguer, ces deux modèles. Il est vraiment meilleur, celui-là. Mais dans le cas où vous avez des modèles très proches en AIC ou en WAIC, il y a des méthodes pour prendre en compte cette incertitude sur le fait qu'on n'arrive pas à sélectionner un seul et même meilleur modèle. C'est ce qu'on appelle les techniques de model averaging. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus dans ce cours-là, hein, c'est pas mieux, mais c'est possible aussi avec le WAIC de faire du model averaging. Ok. Quelle heure il est? Il est midi. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là avant qu'on passe à la dernière partie qui est sur les modèles mixtes ou modèles multiniveaux? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler d'effets aléatoires de modèles mixtes? Très peu. Très peu. Moi, j'en ai entendu parler, mais jamais pratiqué. D'accord. Ok, bah, ça tombe bien. Alors, on va. Moi non plus. D'accord, c'est bien. Bah, c'est très bien. Alors. Donc, je repars vraiment du début et c'est des choses que vous utiliserez sûrement. Enfin, en capture et capture, ça se développe de plus en plus. Et puis cette notion d'effet aléatoire, en fait, de hiérarchie dans les modèles, elle est très, très utilisée, de plus en plus utilisée en modélisation, en écologie quantitative, en terrestre ou en marin, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un modèle multiniveau? Alors, j'utilise toujours les deux termes parce que c'est pas un débat en terminologie dans la sémantique, mais il y a des gens qui utilisent modèle mixte et puis des gens qui utilisent modèle multiniveau, c'est la même chose. D'autres qui utilisent modèle hiérarchique, c'est à peu près la même chose. Donc, tout ça, ça tourne autour de la même idée, hein. Donc, vous m'entendrez peut-être utiliser un terme ou l'autre de manière interchangeable. Juste rentrez-vous dans la tête que multiniveau, mixte ou hiérarchique, c'est à peu près la même chose, d'accord? C'est en gros la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle multiniveau? Bah, c'est un modèle dans lequel on va avoir des effets fixes et des effets aléatoires. Alors, je vais tout de suite définir ce que j'entends par effet aléatoire, hein, mais c'est un mélange des deux. On va avoir, c'est mixte au sens où on a du fixe et de l'aléatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces effets aléatoires? Eh ben, c'est des paramètres en plus, hein, qu'on va rajouter au modèle et qui vont permettre, alors je l'ai mis en gras parce que c'est important et c'est ce qu'on va rabâcher pendant toute cette partie-là, c'est ce qui va permettre d'expliquer de la variabilité du bruit qui est, alors, hop, il faut que j'enlève ça, si je ferme comme ça, voilà. C'est du bruit qui est de la variabilité qui est causée par des clusters, des groupes, des classes de population dans les données que vous essayez de modéliser. Donc il y a cette notion de cluster, de regroupement, de classes dans les données. C'est-à-dire il y a une hiérarchie dans vos données.
on peut regrouper des unités statistiques ou des individus, pour faire court, en groupe, en classe, en cluster. D'accord ? Donc, j'utiliserai cluster en général pour parler de ces regroupements. Ça arrive tout le temps. Quand on y réfléchit, c'est très, très souvent, voire tout le temps, que nos données, elles sont d'une façon ou d'une autre structurées en cluster ou en groupe, ou en classe, ou j'en sais rien, bref. Et donc, dans un modèle multiniveau, qu'est-ce qu'on va faire ? On va analyser les données qu'on a en explicitant cette hiérarchie, cette structuration en groupe et en différentes sous-populations, avec des différences possibles ou pas dans des paramètres qu'on va estimer en fonction de ces clusters. Et c'est ça toute l'idée des modèles multiniveaux, c'est qu'en explicitant cette hiérarchie en cluster, on va pouvoir faire l'analyse de la variabilité qu'on a dans la variable réponse, parce que c'est ça qu'on cherche à regarder quand on fait une régression. Là, on est dans le cas de régression, on essaie d'expliquer la variabilité qu'il y a dans la réponse. Eh ben, on va essayer de l'expliquer pas seulement par des facteurs fixes et puis une résiduelle, mais on va aussi essayer de l'expliquer en fonction de la variabilité qu'il pourrait y avoir entre clusters de notre population. Donc, ça se présuppose que les mesures qu'on fait, elles viennent en cluster ou en groupe, quoi. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. On va essayer de réfléchir à des cas de données qui viennent structurées en groupe, en cluster. Donc, je vais vous demander, on va le faire oralement, tous ensemble. Vous n'allez pas partir dans votre coin pour le faire, mais est-ce qu'il y a des cas comme ça qui vous viennent à l'esprit de données qui soient structurées en groupe ou en cluster? Allez-y, lancez-vous, donnez-moi ce qui vous passe par la tête et puis on en discute. J'entends pas. Il y a quelqu'un qui parle ou pas? Non? Tu peux répéter un peu ta question, s'il te plaît. On voit, je sais pas, moi j'ai vu souvent des modèles avec des effets annés ou des effets régionaux, des trucs comme ça. Par exemple, la région, ça peut être un cluster dans des données, quoi. Pays. Donc ça, c'est un premier exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent dans des données que vous avez vues passer ou des questions, des problèmes auxquels vous avez eu affaire et qui se structuraient naturellement en cluster? Donc l'année aussi, ça peut être un cluster, ouais. Dans les données de marquage, je me posais la question, vu que les temps sont marqués justement par groupe tant de listao marqués le même jour au même endroit, est-ce que ça constitue un cluster en tant que tel ou... Ouais, ça peut être un cluster. On peut imaginer que les conditions à la fois du lieu et du temps dans lesquels le marquage a eu lieu vont faire que des paramètres je sais pas, de survie ou de mortalité ou de sélectivité seront différents entre les endroits où tu as fait ce marquage. Par exemple, pour prendre des données de marquage, si les tons étaient marqués à côté de monts sous-marins, typiquement, le cluster en termes de niveau de temps de liberté. Ouais. Bon, vous voyez qu'en gros, quand on commence à y réfléchir. La distance parcourue. Ouais. Quand on commence à y réfléchir, on n'a pas de difficulté à réfléchir à des données structurées en cluster, quoi. Vous m'entendez bien, ça va? Ouais. Ok. Alors, pourquoi c'est important? Et on va voir des exemples après. C'est important parce que ça vous permet souvent, on met toute la variabilité qu'on n'arrive pas à expliquer par la covariable pluie ou température dans l'exemple cigogne, tout part dans la résiduelle. D'accord, dans la variance qu'on n'arrive pas à expliquer, quoi. Et le fait de pouvoir vraiment expliciter cette structure en cluster ou en groupe, ça vous permet d'aller plus loin dans l'explication de cette résiduelle. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas expliqué par vos effets fixes, eh bien, vous allez pouvoir essayer de le décomposer, par exemple, de variation entre ces clusters, quoi. Et puis après, il y aura les résiduels, mais au moins, vous aurez fait une étape supplémentaire dans l'explication de votre variabilité qui n'est pas expliquée par vos facteurs fixes. Alors, dans les exemples qui peuvent venir en tête, il y en a plein. Des exemples plus proches de nous, il y a par exemple des classes à l'intérieur d'écoles, il y a les étudiants à l'intérieur des classes, qui sont un groupe, et on peut étudier des différences entre étudiants à l'intérieur des classes.
des chapitres dans un bouquin, des individus dans une population. Hein. Si vous faites des mesures dans le temps sur un individu, sur plusieurs individus d'une population, vous avez bien un cluster individu. Population dans l'espèce, trajectoire à l'intérieur d'individus, si vous vous équipez de GPS des individus, et puis vous suivez ces individus, chaque trajectoire est un cluster et vous voulez pouvoir peut-être regarder la variabilité qui existe entre trajectoires de même individu, par exemple. Des poissons dans un réservoir, et puis enfin, des structurations assez classiques. On a parlé de pays des pays sur un continent. Bref, on a plein d'exemples qui viennent sur cette structuration en classe. Alors, je finis par des effets qui sont peut-être pas des variables qu'on va considérer comme des clusters naturels. C'est par exemple le sexe et l'âge. Alors, c'est pas des clusters au sens effet aléatoire du terme parce que en gros, c'est fixé. Les modalités de ces variables-là sont fixées. C'est-à-dire que si vous deviez échantillonner à nouveau, bah, vous prendrez exactement les mêmes modalités de cette variable, quoi. Vous prendriez mâle-femelle et puis les mêmes classes d'âge, quoi. Ça ne va pas changer comme dans les autres exemples où si vous refaites l'échantillonnage, bah, les modalités de votre cluster vont probablement changer, quoi. Si vous refaites un échantillonnage chez un individu, bah, les individus vont changer. Les chapitres, si vous prenez au hasard des chapitres dans un bouquin, ça va changer. Alors que sexe et âge, c'est un peu plus on ne va pas utiliser le terme déterminisme, mais fixe en tout cas. Bien alors, pourquoi on a besoin de ces modèles multiniveau? Parce qu'on veut modéliser les clusters eux-mêmes, et plus précisément la variabilité qu'il va y avoir entre clusters. Alors, on peut être intéressé, et puis là, je vais essayer de raccrocher à des choses que vous connaissez sûrement, ou peut-être. On peut être intéressé dans quantifier les composantes de la variance. Par exemple, quand on fait la génétique quantitative, on va essayer de séparer la variabilité due à des facteurs environnementaux et des facteurs dus à la génétique, qu'on va capturer par des relations entre individus dans un pédigré, par exemple. On peut vouloir contrôler pour le biais qui va être causé par ce qu'on appelle la pseudo-réplication, d'autocorrélation dans le temps, par exemple, ou dans l'espace, ou au niveau individuel. Si vous faites des mesures qui sont très rapprochées dans le temps ou dans l'espace, eh bien, on a tendance à avoir les mêmes valeurs. Les valeurs que vous allez faire de mesure sur ces variables-là vont être d'autant plus proches que vous êtes proche spatialement dans le temps, par exemple. Et donc ça provoque de l'autocorrélation. Donc vous allez vouloir peut-être tenir compte de ces facteurs clusters temps ou espace. Donc on a parlé de la région ou individu. Si vous mesurez des trajectoires sur un individu, il y a de la corrélation à l'échelle individuelle et donc vous voulez tenir compte de ce cluster individu, l'identité de l'individu. Alors, une autre façon de présenter les modèles multiniveaux, donc là, je prends toujours la même idée, je présente de plusieurs façons différentes et puis vous prenez la façon que vous trouvez celle qui vous parle le mieux, quoi, ou le plus. C'est toujours pareil, c'est Richard McElwraith dans le bouquin Statistical Rethinking qui est dans les vidéos que j'ai mis un lien là sur le GitHub sur les vidéos de ses cours qui reprennent les chapitres de son bouquin. Il le présente de la façon suivante, en fait, les modèles multiniveaux. Il parle d'abord de ces modèles fixes qu'on a l'habitude d'utiliser, par exemple la régression logistique qu'on a utilisée sur les cigognes. Et il dit qu'en fait, les modèles à effet fixe, ils sont amnésiques. Ils n'ont pas de mémoire. Ils se souviennent de rien. Amnésique, hein, il me semble bien. Et pour eux, pour ces modèles-là, chaque nouveau cluster, que ce soit un individu, une espèce, une classe, enfin tous les clusters dont on vient de parler, c'est un monde totalement nouveau à chaque fois. Ils n'ont pas de mémoire qu'ils ont visité par exemple une classe avant, enfin qu'ils ont de l'information sur des classes, sur d'autres clusters de population. D'accord ? Donc ils sont complètement amnésiques. Il n'y a pas de l'information qui est passée entre les clusters. Et à la différence de ces modèles à effet fixe qu'on a l'habitude d'utiliser, les modèles multiniveaux, eux, ils vont se souvenir et ils vont même partager de l'information entre clusters. Ils ont de la mémoire, en fait.
Donc, c'est la grosse différence qu'il va y avoir entre ces deux modèles. Et c'est ce que font les effets aléatoires, en fait. Ils partagent l'information entre les niveaux d'un cluster. Entre, que ce soit les individus, les espèces, des classes, des régions. D'accord ? Et les propriétés de ces clusters, en fait, ils viennent d'une population de clusters, ce qui va permettre, on va le voir après, de groupes, de classes. On va supposer qu'on a tiré ces classes ou ces clusters dans une population plus générale de clusters. Ça va permettre de faire de l'inférence à l'échelle d'une population de clusters. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas si vous prenez une liste de clusters qui sont des régions de France, par exemple, vous allez les prendre de manière représentative, de manière à ce qu'à la fin, quand vous, en sortie de votre analyse, vous allez pouvoir dire quelque chose sur toutes les régions de France, sans forcément vous focaliser sur celles que vous avez utilisées dans l'analyse. On y reviendra là-dessus. Et si des clusters que vous avez visités, que vous avez utilisés précédemment, permettent d'améliorer ce que vous pensez a priori sur un nouveau cluster, bah, vous allez utiliser cette information en mélangeant, en partageant l'information. Alors, je vais essayer de concrétiser un peu cette réflexion en prenant un exemple. Alors, c'est un exemple d'une grosse manip qui a eu lieu sur le terrain d'expérience du CEF, donc c'est de la botanique, hein, c'est de l'écologie végétale, où on avait des mesures, vous voyez ici, vous avez des cadras sur lesquels on faisait des mesures de, enfin, quand je dis on, c'est notre collègue Hélène Kazek. Et il faisait des mesures sur ce terrain-là. Et qu'est-ce qu'il mesurait en fait? Il mesurait sur plein d'espèces méditerranéennes un nombre de graines en fonction de la biomasse. Donc vous avez le nombre de graines en ordonnée, ici. Chaque panneau, c'est une espèce. Et en abscisse, vous avez la biomasse. OK? Donc vous avez le nombre de graines en fonction de la biomasse mesuré sur, je sais plus, une trentaine d'espèces méditerranéennes, d'espèces végétales méditerranéennes. C'est ce qu'on voit ici. Donc on mesure combien de biomasse on pèse, quoi, en gros, et puis on regarde combien il y a de graines. L'idée, c'est de voir si on peut compter le nombre de graines en fonction de la biomasse, quoi. On ne va pas se taper un comptage de graines pour toutes les espèces qu'on mesure. Ça marche? Ok, donc on a ça. Donc là, typiquement, le niveau de clusterisation, le niveau de regroupement, le niveau de classe, c'est l'espèce. On a plein de mesures qu'on a faites à l'intérieur de chaque espèce. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On a plein de possibilités. Si on veut voir si oui ou non le nombre de graines est relié à la biomasse, on peut faire, bon, on va partir sur des choses qu'on connaît bien, on va faire des régressions. Hein. On va régresser le nombre de graines sur la biomasse. Et si on ne tient pas compte de cette clusterisation, du fait qu'on a fait des mesures par espèce, à l'intérieur de chaque espèce, et qu'il peut y avoir, vous voyez, il y a des petites différences quand même. On voit que cette relation ici, elle a l'air linéaire. La relation est beaucoup moins claire, par exemple ici, quoi. On a quelque chose de linéaire, mais qui est peut-être un peu plus plat que par ici, que par là. Okay. Alors, on a une première façon de faire, c'est de faire une régression telle que vous la connaissez, où on va dire, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai repris la présentation générale des modèles linéaires généralisés, pardon. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que... Ouais, est-ce que je présente ça? Bon, allez, je vais essayer de vous présenter ça. Alors, c'est la présentation générale des modèles linéaires généralisés, puis après, on passera au modèle qu'on va utiliser sur l'exemple des espèces végétales, de graines biomasse. On a des données qu'on mesure, qu'on va appeler IRECI, et on va supposer que ces données suivent une certaine distribution. Donc, c'est le modèle linéaire généralisé. Donc, cette distribution n'est pas forcément une gaussienne, une normale, ça peut être une binomiale, comme on l'a vu sur l'exemple cigogne, ça peut être une Poisson, si on cherche à estimer des effectifs, ça peut être tout un tas de choses. Et on va être intéressé par la moyenne de cette distribution, l'espérance. Donc, dans la binomiale, ça va être la probabilité, dans la normale, ça va être la moyenne, dans la Poisson, ça va être le taux d'apparition d'un événement. Bref, c'est l'espérance qui va nous intéresser, la moyenne. Et on va relier cette moyenne, donc ça c'est le modèle linéaire généralisé, hein, on va le relier à des variables qui vont essayer de nous expliquer la variation entre mesures hein, de cette réponse. Et alors, on va relier cette moyenne à des covariables
de manière linéaire sur une certaine échelle. Et là, c'est la fonction de lien qui va nous assurer qu'on est bien linéaire sur cette échelle. D'accord? OK. Et donc, c'est ce qu'on a vu sur la régression logistique. Hein. On avait une binomiale ici, la productivité là, sur l'exemple cigogne, là, le petit i, c'était des mesures par année, et puis on avait le logique qui nous reliait la productivité à des covariables température et pluie. Et donc, cette présentation, elle marche pour tous les modèles linéaires généralisés. Vous pouvez avoir une poisson ici avec un lien log, vous pouvez avoir une normale avec le lien identité, donc c'est-à-dire que c'est directement la moyenne qui est fonction des covariables. Bref, c'est la présentation générale pour les modèles linéaires généralisés. Et puis, alpha et bêta sont les relations, les paramètres de la régression là, à déterminer, à estimer. Alors là, vous voyez que alpha et bêta, ils sont les mêmes, quel que soit... Alors, pourquoi j'ai fait ça? Oui, d'accord. Donc, ils tiennent pas compte du fait que mes données sont structurées en clusters, en espèces, par exemple, sur l'exemple de la banque de graines, du nombre de graines en fonction de la biomasse. Donc, alpha et bêta, il y a juste un alpha et un bêta. C'est ce qu'on appelle le modèle avec un pooling complet. C'est-à-dire qu'on a rassemblé toutes les données ensemble et on ne distingue pas les données selon le cluster. Tous les clusters sont les mêmes, il y a un seul et même cluster, toutes les espèces sont mélangées, et il n'y a pas de distinction entre espèces. OK? Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a la même chose, mais en supposant qu'on fait pas on rassemble pas des choses ensemble. C'est ce qu'on appelle les modèles avec pas de pooling. Tous les clusters sont indépendants les uns des autres. Donc on va supposer que l'ordonnée à l'origine, ici, là, le alpha, eh bien, il diffère selon l'espèce, dans l'exemple espèce nombre de graines en fonction de biomasse, là, sur les espèces végétales. En gros, il y a un alpha par cluster, par classe, par, je sais pas, bref, par cluster, il y a un alpha. Okay, mais c'est vraiment le modèle sans mémoire, c'est-à-dire c'est le modèle où il y a un effet fixe du cluster, du groupe, de la classe, mais en gros, quand on passe d'un cluster à l'autre, il n'y a pas de mémoire, quoi. On ne se souvient pas qu'il y a d'autres clusters. D'accord ? Donc c'est un modèle avec effet fixe. C'est aussi ce qu'on appelle le modèle sans pooling dans la littérature sur les modèles multiniveaux, modèles mixtes. Tous les clusters, en fait, sont complètement indépendants les autres. Ils sont complètement pas reliés l'un à l'autre. Donc il y a un alpha par cluster, par espèce, si vous voulez, dans l'exemple nombre de graines biomasse. Donc il y a donc là alors il y a cette petite subtilité là, c'est-à-dire que cluster il est indicé par i parce que dans chaque mesure qu'on fait, petit i, on va regarder si oui ou non on appartient à un cluster en particulier, quoi. Et il y a j cluster, donc on les indice par petit j. D'accord ? Donc il y a le petit i qui est vraiment au niveau de la mesure, et puis le petit j qui indique le numéro du cluster. D'accord ? Donc on va estimer autant de alpha que de cluster. Et puis bêta, par contre, la pente, donc pour l'instant, on pourra relâcher ça plus tard. Bêta, c'est la même, la pente de l'effet X, là, c'est la même quel que soit le cluster. On peut relâcher cette hypothèse-là, mais je commence par faire le modèle simple où on a un effet aléatoire simplement on a un effet que sur l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est le modèle sans mémoire avec effet fixe. Les clusters sont complètement indépendants les uns des autres. Il n'y a pas de partage d'informations, pas de mémoire. Donc ça, c'est des modèles que vous connaissez déjà. Hein. Ça, c'est la régression linéaire simple. Et ça, c'est la régression linéaire avec un effet cluster, un effet fixe cluster. Maintenant, on passe au modèle avec, alors, plein de façons de le présenter. Un modèle avec effet aléatoire cluster, un modèle avec, avec ce qu'on appelle pooling partiel. Partiel au sens où ce qu'on va dire, c'est que maintenant, on a toujours la même chose. La vraisemblance ici, alors, je vais fermer ça, voilà. On a la vraisemblance issue d'une certaine on a une certaine distribution pour la vraisemblance, poisson, binomial, normal. On a une fonction de lien qui relie la moyenne de cette distribution à nos covariables de manière linéaire. Et la petite subtilité maintenant, la petite originalité dans le modèle avec effet aléatoire, c'est qu'on va supposer qu'il y a un effet aléatoire cluster qui va nous relier les clusters entre eux. On va supposer que nos clusters, sur l'ordonnée à l'origine, en fait, ils sont distribués comme une loi normale de paramètres, une moyenne générale entre clusters, hein, et puis un sigma qui est une variation
de l'ordonnée d'origine entre les clusters. Donc je reprends. On a les alpha J, qui sont les ordonnées d'origine pour chacun des clusters. Plutôt que de les supposer indépendants entre eux, où il y a une valeur par cluster, on va les tirer dans une loi normale. Et donc c'est ça qui va nous faire le lien, qui va nous donner de la mémoire au modèle, parce qu'on va dire que ces alphas sont tirés dans une loi normale avec une certaine variance, une variabilité entre clusters, cluster à cluster, et puis une moyenne générale alpha bar. Donc c'est ça qui donne de la mémoire au modèle. C'est aussi ça qu'on appelle un effet aléatoire cluster, dans l'occurrence, sur l'ordonnée d'origine. Alors ça, je vais insister pas mal. Là, l'effet aléatoire, il est sur l'ordonnée d'origine. C'est-à-dire qu'on suppose que c'est les ordonnées d'origine, là, les intercepts, qui sont tirés dans une normale. On peut très bien étendre le même raisonnement à un effet aléatoire sur la pente. C'est-à-dire avoir des pentes qui soient tirées dans une autre loi normale. Donc à ce moment-là, on aurait un effet aléatoire sur la pente. On pourrait très bien avoir un effet aléatoire et sur l'intercept, l'ordonnée d'origine, et sur la pente. D'accord ? Ou bien que sur la pente. Ou bien, comme dans ce cas ici, que sur l'ordonnée d'origine. Donc pour ceux qui ont déjà, celles qui ont déjà utilisé des effets aléatoires, dans R en particulier, il y a un package qui est utilisé souvent et qui permet de faire des effets aléatoires. Par défaut, l'effet aléatoire, il est sur l'ordonnée d'origine, mais c'est pas évident. Il y a plein de cas où on pourrait très bien vouloir avoir un effet aléatoire à la fois sur l'ordonnée d'origine et sur la pente. Okay. Alors qu'est-ce qu'on a avec ça? On a ce modèle à mémoire là où on tire nos ordonnées d'origine dans une loi normale. Et bien maintenant, on a quoi comme paramètre? Dans le modèle précédent, on avait un alpha par cluster. Donc on avait autant d'ordonnées d'origine que de clusters. Si vous avez, je sais pas, 60 clusters, il vous faut estimer 60 alpha. Et puis une pente de l'effet de la covariable X. Dans notre cas maintenant ici, eh bien, on partage l'information entre clusters. On ne va plus avoir 60 alpha à estimer, mais ce qu'on va estimer, c'est les paramètres de notre loi normale dans lesquels on suppose que nos ordonnées d'origine de clusters sont tirées. Donc on va devoir estimer une moyenne, une grande moyenne en gros, pour les clusters, alpha bar, et puis une variabilité entre clusters pour nos ordonnées à l'origine. Donc on n'a plus que alpha bar à estimer, sigma, et puis toujours cette pente. D'accord ? Donc on a toujours notre vraisemblance, notre modèle linéaire sur une certaine échelle, qui est donnée par la fonction de lien. Il va nous falloir un prior maintenant pour les ordonnées d'origine qui varient. Alors on appelle souvent ça aussi des modèles, alors soit avec effet aléatoire, soit avec intercept qui varie, varying intercept. Donc varying intercept, c'est plutôt relié au modèle multiniveau, et effet aléatoire, c'est plutôt relié au modèle mixte. Bon. Tout ça, ça veut dire exactement la même chose, mais je vous donne toute la terminologie, comme ça vous pourrez retomber sur vos pattes si vous voyez des termes qui sont utilisés et que pour dire la même chose en gros. Donc on a un prior qu'il va falloir déterminer aussi pour la population, la moyenne population, là, population entre clusters, la population de clusters, et puis là, cet écart type là, de l'effet aléatoire qu'il va falloir aussi, auquel il va falloir aussi assigner un prior. Et puis à la pente, il faudra, comme d'habitude, assigner un prior aussi. Donc là, nos clusters, maintenant, ils sont reliés entre eux via cet effet aléatoire et cette distribution normale. C'est ce qu'on appelle un modèle, alors, un modèle mixte, parce qu'il y a un effet fixe qui est celui de la covariable, et puis un effet aléatoire qui est lié au cluster, pardon. Donc c'est un mélange entre effet aléatoire et effet fixe, donc c'est un modèle mixte. C'est aussi un modèle, on appelle ça aussi un modèle multiniveau, parce que là, les niveaux, c'est les niveaux de hiérarchisation là, qui sont donnés par les clusters. Comment ça s'appelle aussi? Ça s'appelle aussi un modèle avec pooling partiel, parce que on rassemble les clusters ensemble via cette loi normale, et on les rassemble modulo cette moyenne et variance entre clusters. Comment ça s'appelle aussi? Ben, ça s'appelle aussi un modèle linéaire généralisé mixte, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas spécifié de distribution, mais on peut mettre la distribution qu'on veut ici, puis la fonction de lien qui correspond à la distribution qui va bien. Donc voilà, ça a plein de noms. Multiniveau, modèle mixte, modèle linéaire généralisé mixte. Voilà, vous avez la présentation générale. Alors maintenant, si on l'applique aux plantes, eh bien, notre variable Y, c'est le nombre de graines. On va supposer que c'est une loi normale de paramètres une moyenne de graines, et puis une variance générale. Et puis, alors le modèle avec pooling complet, là, où on ne distingue pas entre espèces,
on a cette moyenne qui est reliée à la biomasse par une relation linéaire très classique, alpha plus bêta en biomasse. On assigne des priors, comme on faisait avant, pour leur donner l'origine, la pente. Et puis ici, on a cette variance, l'écart type de la variance résiduelle, l'écart type, pardon, de la relation de la normale, quoi, auquel on va assigner un prior qui va être uniforme entre 0 et 100. C'est toujours positif, ça. Et puis, on va dire que c'est uniforme entre 0 et 100. On peut faire mieux, mais pour l'instant, on fera ça. Donc ça, c'est le modèle avec pooling complet. Avant de passer dans JAGS, je vais vous montrer le modèle avec pooling. Voilà, pooling avec pooling partiel. Donc là, c'est avec un effet aléatoire espèce. Donc qu'est-ce qu'on va avoir là? Plutôt que d'avoir une seule et même droite avec une ordonnée d'origine pour toutes les espèces et une pente pour toutes les espèces, donc ce serait une seule droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la même pente pour toutes les espèces, donc le même taux d'accroissement, hein, dans ce cas-là, entre nombre de graines et biomasse. Mais par contre, on va avoir des ordonnées d'origine, donc l'endroit où on coupe la des Y, là, qui vont être différentes entre espèces. Et là, on a deux façons de le faire. Soit on suppose que ces ordonnées à l'origine sont complètement indépendantes les unes des autres. C'est le modèle avec un effet fixe espèce. Soit on suppose qu'on a un effet aléatoire et on a une mémoire entre les espèces. On a un partage d'informations entre les espèces sur ces ordonnées à l'origine. Donc je vais vous montrer celui-là d'abord, celui avec pooling partiel où on a de la mémoire. Donc toujours pareil, on a un nombre de graines mesuré, mesure I du nombre de graines, qui suit une loi normale, de paramètres la moyenne, et puis une variance de cette normale. Et là, on va structurer un petit peu, on va dire que cette moyenne qu'on estime, en fait, elle est sur l'échelle. Alors là, il n'y a pas de fonction de lien. Enfin, la fonction de lien, c'est la fonction d'identité. Hein. On n'a pas un logit ou un log, c'est la normale, donc c'est très facile. Hein. C'est le modèle linéaire. Hein. On dit que la moyenne est reliée à la biomasse via une ordonnée d'origine et une pente. Et l'ordonnée à l'origine, en fait, on va la structurer en fonction de l'espèce. Donc, selon que la mesure I est faite dans l'espèce J, on va avoir alpha J. Donc, on a autant d'ordonnées d'origine que d'espèces, mais on ne les prend pas indépendants les uns des autres. C'est alpha J, là, ces ordonnées d'origine par espèce. On va les tirer dans une loi normale, une autre loi normale, qui va être notre effet aléatoire espèce. Et donc, il faut spécifier un autre prior là, pour dire, ben voilà, les alpha J, ils sont dans une loi normale de paramètres cette moyenne population, cette moyenne espèce, là, alpha bar, et puis une variance entre espèces dans les ordonnées d'origine. Puis, il nous faut un prior pour chaque paramètre à estimer. Hein, ben là, c'est l'alpha bar. Donc, on va dire que c'est une loi normale de paramètres 0 et 1000, là, un prior plat en informatif. Pareil pour l'écart type entre espèces. La variabilité entre espèces, c'est uniforme entre 0 et 100. Et puis, on a la pente, une normale très très plate. Et puis, on a cette variance générale là, de la vraisemblance sur le nombre de graines, où on va mettre aussi, c'est la résiduelle, hein, on va mettre une uniforme entre 0 et 100. Donc, on a tout un tas de priors à spécifier. Là. Et ce que je voulais que vous reteniez, c'est ça. C'est que, au lieu d'avoir un alpha J par espèce, maintenant, on a un alpha J qui est tiré dans une normale où on n'a plus qu'à estimer une moyenne espèce et une variance, enfin un écart type entre espèces sur l'ordonnée d'origine. Voilà. Et le modèle où on n'a pas de pooling, c'est-à-dire où on met juste un effet fixe espèce, eh ben, il est un tout petit peu différent du modèle où on fait un partiel, un pooling partiel, un regroupement partiel en fonction de cet effet aléatoire. C'est qu'on va dire que les alphas par espèce, en fait, chacun d'entre eux est tiré dans une loi normale. C'est le prior qu'on va supposer pour toutes les ordonnées à l'origine par espèce, tiré dans une loi normale de paramètres 0 et 100. Donc là, il n'y a pas de partage. C'est chacun indépendamment est tiré dans une loi normale. Chaque ordonnée à l'origine pour chaque espèce est tirée dans une loi normale de paramètres 0 et variance 1. D'accord ? Donc, ils ne sont pas dépendants les uns des autres via une loi normale, comme dans le modèle avec effet aléatoire. Là, ils sont indépendants les uns de l'autre. C'est un effet fixe. Et puis pour la pente et l'écart type résiduel, on prend les mêmes priors. Donc il y a juste cette étape l'étape intermédiaire là, dans l'effet aléatoire où on suppose que les alpha J sont tirés dans une loi normale dont on estime les paramètres. Et c'est ça qui va nous permettre de faire le partage d'informations entre espèces sur les ordonnées d'origine. Alors, il est 12h30.
Donc, ce que je vous propose, c'est on peut en discuter un petit peu, prendre quelques questions, et puis on rentrera dans le vif du sujet, dans l'analyse de ces 3 modèles-là, dans JAGS, pour que vous compreniez mieux comment ça marche en mettant un peu en regardant dans le détail des modèles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce modèle avec effet aléatoire là? Celui-ci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Ouais, premier commentaire qui me vient à l'esprit, c'est peut-être un peu bête, mais je me posais la question, est-ce qu'on tombe pas rapidement dans des choses un peu surparamétrées en appliquant ces modèles? Alors, est-ce que tu peux tomber dans des modèles surparamétrés? Alors, en fait, ils sont pas surparamétrés au contraire, en fait, ils sont pas surparamétrés parce que plutôt que d'avoir une ordonnée à l'origine par cluster, par espèce, dans le cas en écologie végétale, là, tu n'as plus autant d'ordonnées à l'origine que d'espèces. Ce que tu as à la fin, ce que tu dois estimer, c'est simplement cette moyenne et cette variance. Ah, d'accord. Tu vois l'idée? On va le voir cet après-midi quand on va vraiment faire l'analyse, on va le voir encore mieux. C'est-à-dire que ce paramètre-là, ordonné à l'origine par espèce, tu vas l'obtenir comme une conséquence de ton analyse. Mais c'est plus un paramètre que tu vas estimer comme dans le modèle avec effet fixe espèce. Là, maintenant, tu n'estimes plus que la moyenne et la variance. Donc, en fait, c'est une espèce de compromis entre le modèle où tu n'as pas d'effet espèce et puis le modèle où tu supposes que tu as un effet par espèce. Tu es un peu au milieu, là. Tu navigues au milieu et le curseur, en fait, tu le fais bouger entre le modèle où tu n'as pas du tout de variabilité entre espèces et le modèle où tu dis que y a un cluster par espèce, le modèle avec effet fixe. Et c'est ce sigma là qui te fait te balader, qui te fait bouger le curseur entre ces 2 extrêmes. C'est lui qui va te dire, oui, dans l'ordonnée à l'origine, tu as une grande variabilité entre clusters. Là, ça veut dire que tu vas aller du côté où tu as un cluster par espèce. Ou bien, tu as très très peu de variabilité entre espèces. Et donc, tu vas plutôt aller vers le modèle où tu n'as pas du tout de clusterisation, enfin, tu n'as pas du tout de différence entre ordonnées à l'origine. Et donc, tu as un modèle où en fait, il n'y a pas d'effet espèce, quoi. Donc, c'est cette variabilité qui va te faire bouger. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu as toujours un petit peu de variabilité, voire pas mal, mais que tu n'es jamais dans le cas où tu as un cluster par espèce ou un cluster pour toutes les espèces. Et c'est ça qui va te permettre de… Donc, en fait, tu surparamétrises jamais à partir du moment où tu mets cet effet aléatoire sur un cluster qui a du sens, quoi. Là où on peut tomber sur des problèmes, la question que tu posais, quoi, où tu surparamétrises, c'est dans le cas où tu mets des effets aléatoires sur des choses sur lesquelles le cluster n'est pas évident, ou alors est-ce que j'ai un exemple? Non, j'ai pas d'exemple comme ça qui vient en tête, mais peut-être on en verra. Ouais, je sais pas, là j'ai pas d'exemple qui me vient, mais tu vas essayer de mettre des effets aléatoires sur des endroits où tu n'as pas forcément des clusters naturels. Bon, c'est pas très clair ce que je dis. Mais… D'accord. Non, mais voilà. je vois à peu près, ouais. Voilà, ce que je voulais essayer de vous faire comprendre là, c'est que ce modèle avec effet aléatoire ou pooling partiel, ça permet de naviguer entre un modèle où on a un effet fixe espèce, où tu as un cluster par espèce, une ordonnée d'origine par espèce, et un modèle où tu n'as pas du tout de hiérarchisation et tu as juste une ordonnée d'origine pour toutes les espèces, quoi. Cette variance qui te permet de naviguer entre les 2 extrêmes, quoi. Voilà. Ça sera plus clair cet après-midi quand on va faire l'analyse et qu'on va voir, on va comparer ces 3 modèles et vous verrez que c'est ce paramètre-là qui contrôle le curseur vers soit un modèle sans effet espèce, enfin un cluster par espèce, ou un cluster pour toutes les espèces. Voilà. Mais à la fin, ce qu'on estime, c'est cette moyenne, cet écart type, cette pente, donc ça fait 3, plus dans le cas où vous mettez une normale, la variance résiduelle, quoi. Donc 4. 4 paramètres au lieu de autant de paramètres que d'espèces, plus la pente, plus la variance résiduelle, quoi. Donc non, en général, c'est plus élégant. Voilà, si on compte en nombre de paramètres, et quand on va calculer le WAIC là, par rapport à la question de Daniel sur le nombre de paramètres efficaces là, qui rentre dans le calcul de la formule de WAIC, ça va se voir aussi. On va le voir tout de suite, qu'il y a un effet sur le nombre de paramètres. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces…
Là, on présente un peu la théorie et cet après-midi, on mettra les mains dans le code pour le voir, quoi. Ouais. Sur l'effet aléatoire que tu peux mettre sur leurs données à l'origine ou sur la pente, par exemple. Oui, oui. Ça vient de l'observation de tes données? Ça vient plutôt des hypothèses que tu fais, plutôt des hypothèses écologiques. Par exemple, dans l'exemple sur les plantes, là, il n'y a pas de raison de penser que… bon, il n'y a pas de raison de penser déjà que en moyenne, le nombre de graines il soit le même par espèce. Donc, il y a un intérêt de mettre un effet aléatoire espèce sur leur donnée à l'origine, sur l'intercept, ça a du sens. Et après, sur les pentes, il n'y a pas forcément… Il n'y a pas de raison de penser que la relation entre nombre de graines et biomasse, et il y a plutôt, c'est plutôt au contraire, on a envie de mettre aussi un effet espèce sur la pente, quoi. Alors là, si vous mettez un effet fixe sur c'est une analyse de variance avec, c'est comme une analyse de variance, hein, avec un effet espèce, mais ça devient plus compliqué. Alors, non, là, c'est plutôt tes hypothèses écologiques qui vont te permettre d'aller dans un sens ou dans l'autre, hein. D'accord. Et c'est pas l'observation des données même qui permet de dire, ah bah tiens. Non, les données, elles vont te permettre de tester si oui ou non il y a bien un effet aléatoire. Enfin, est-ce qu'il y a bien de la variabilité entre clusters sur ta pente, sur l'origine, sur les deux paramètres, quoi. C'est plutôt, c'est plutôt les données qui vont te dire si oui ou non tu avais raison de les considérer, quoi. Alors, ce qui est difficile, juste en 10 secondes, ce qui est difficile dans le cas où tu mets un effet aléatoire sur leur donnée à l'origine et sur la pente, c'est que tu as deux choix possibles. Soit tu supposes que les deux effets aléatoires sont indépendants, soit tu peux aller vers un modèle où tu as une covariance, une corrélation entre tes deux effets aléatoires. Donc, en plus de dire que chacun est tiré dans une loi normale, en fait, tu peux dire que le couple est tiré dans une loi binormale dans lequel tu considères une corrélation entre tes deux effets aléatoires. Donc ça peut être très intéressant dans le cas où tu as des contraintes. Par exemple, tu as une corrélation qui te dit que quand tu as des espèces avec un grand nombre de graines, tu as forcément, par exemple, une relation avec la biomasse qui est quasi plate, quoi. Alors que quand tu as des espèces qui sont avec un nombre de graines faible, eh bien là, tu as une forte relation avec la biomasse, quoi. Donc, cette corrélation, elle peut être très intéressante à considérer. Et dans R, quand on utilise en fréquentiste les modèles avec effet aléatoire, par défaut, cette corrélation, elle est estimée. Si vous mettez un effet aléatoire à la fois sur l'intercept et la pente, par défaut, cette corrélation, elle est estimée. Là, dans JAGS, ou en tout cas là, quand on le verra cet après-midi, eh bien, je ne sais pas si on ira jusque-là, mais on pourra essayer. On a les deux options. On peut soit mettre les deux effets aléatoires indépendants, mais c'est une hypothèse qu'on fait aussi. C'est un modèle, quoi. C'est un autre modèle. On suppose que les deux effets aléatoires sont indépendants. On peut vouloir le tester, ça aussi. Est-ce que non, il y a une corrélation.